Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au sommaire, aujourd'hui, on fait le point sur le secteur du luxe chez Cristal de Paris. On parlera également d'un atelier insolite à l'école ou encore des nombreuses actions écologiques mises en place actuellement dans le pays de Beach. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant ça, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. Le collège Jean Settlinger de Rohrbach propose un atelier couture à ses élèves de 5e. L'atelier a démarré en décembre dernier avec 8 élèves volontaires qui se retrouvent le lundi matin à la place d'une heure de permanence. Ils apprennent à se servir d'une machine à coudre avec un professeur de l'établissement. Les décorations seront ensuite installées dans le collège. La mission Trame verte et bleue est menée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et les syndicats d'arboriculteurs. Elle vise à préserver la biodiversité locale. Les particuliers de 14 communes du pays de Beach peuvent passer commande et recevoir des arbres. Ils ont le choix entre 150 variétés et doivent les planter exclusivement dans leur commune. La médiathèque de Sarreguemines propose généralement de multiples animations. Le Platspiel, une histoire racontée aux enfants en plate ou en allemand, en fait partie, mais elle a été stoppée en octobre dernier. La formule a été revue et l'animation a repris en live par écran interposé. La médiathèque de Sarreguemines veut avant tout garder le lien avec le public. Le Boxing Club de Sarreguemines a 100 ans. À cette occasion, Michel Attard, l'entraîneur, prépare un pressbook qui retrace l'histoire du club. Actuellement, il compte une cinquantaine de licenciés et réunit surtout des amateurs avec un niveau régional. La plus belle performance revient à Denis Dem, qui était en finale des championnats de France mi-lourd. Malgré la crise sanitaire, le Festival international du film fantastique de Gérardmer a bien eu lieu cette année en version numérique via une plateforme. Il vient de s'achever. Les cinéphiles avaient la possibilité de prendre un pass donnant accès à la totalité de la programmation ou de louer les films de leur choix pour 24 heures. La question Facebook a rencontré un vif succès. Vous avez été nombreux à nous répondre dans les commentaires et la question était la suivante. Possédez-vous des objets en cristal chez vous? Sylvie Castillo, par exemple, nous dit « Oui, 2 verres en cristal rose hérités de ma maman et de mon grand-père. Et j'ai acheté également au magasin de Montbronn un vase de la même couleur. Très belle réalisation. » Ou encore Corinne Spildener qui écrit « Oui, mais je ne m'en sers pas, je trouve ça un peu démodé. » Salut Guillaume, et chez toi alors, est-ce que tu as des objets en cristal ? Salut Morane, oui, effectivement, chez nous on a des objets en cristal. Alors ceux qui me viennent en tête directement, ce sont des bouteilles en cristal avec dedans un délicieux breuvage. Et je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est faite pour remercier publiquement mon beau-père. Le travail du cristal fait partie des éléments qui font la renommée du pays de Beach. Et aujourd'hui, avec Julia, nous nous sommes rendus chez Cristal de Paris. Installée à Montbronn, cette entreprise produit des objets en cristal que l'on retrouve ensuite sur les tables prestigieuses dans des palaces parisiens, mais aussi et surtout à l'étranger, en Chine ou au Moyen-Orient. Cristal de Paris fournit notamment des verres utilisés lors de mariages pouvant réunir des milliers de personnes. Ce matin, nous nous sommes intéressés au travail de décoration effectué ici. Dans ce reportage, vous allez découvrir les différentes étapes de réalisation et tu auras aussi l'occasion de t'entretenir avec un des responsables de l'entreprise. Cristal de Paris n'effectue pas de travail à chaud. Son activité commence à la réception de la matière brute. C'est la matière première qui a été formée à la machine ou à la main de l'homme, c'est du soufflet ou du soufflet mécanique. Donc elle arrive de telle façon que vous pouvez la voir là. À partir de là, moi je fais mon travail de main-d'œuvre, de taille, de polissage dessus. Et aujourd'hui, une des difficultés dans ce métier, c'est de trouver des gens qui fabriquent les matières premières. La difficulté à trouver des fournisseurs est d'autant plus importante que les cristalleries françaises qui effectuent du travail à chaud ne fournissent pas celles qui font du travail à froid. En effet, elles ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, le travail à froid, le travail de décoration, étant celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au produit. Cela est dû au temps passé pour décorer une pièce. Au début a lieu le compassage, des traits sont dessinés sur le produit. Ce sont ces marques-là que les tailleurs suivent pour décorer le vase ou le verre qu'ils doivent façonner. On fait un premier traçage sur le verre qui nous donne des points de repère et après nous n'avons plus qu'à suivre ces points de repère et à avoir une bonne profondeur, une bonne régularité et des points de précision très importants. Comptez environ 30 à 40 minutes pour tailler une pièce. Autre étape importante ensuite, le polissage acide. L'aspect final du produit va se faire dans cette machine, quoi. Donc c'est un mélange d'acide, sulfurique et fluorhydrique. Une dizaine de personnes en France seulement sont capables de gérer cette étape-là.
C'est très spécifique parce que ça ne s'apprend pas dans des livres ou à l'école, donc c'est quelqu'un qui va apprendre dans des usines qui existent. Moi, c'est mon père qui m'a appris ça pendant 20 ans, donc c'est un mélange qu'on fait surtout d'après la provenance et d'après le dessin qu'il y a sur le verre ou sur la coupe, quoi. Ça dépend du dessin, on ne peut pas être dans un bain avec beaucoup d'acide où il faut réduire les acides d'après la profondeur ou la complexité de la taille, parce que sinon après ça devient pas aussi beau que ça devrait l'être. Une centaine de pièces environ est réalisée chaque jour chez Cristal de Paris, mais ce nombre varie en fonction de la taille et de la difficulté de l'objet décoré. Pour schématiser, il faut autant de temps pour faire 10 vases que pour faire 120 verres. Et on a l'habitude de dire maintenant que le luxe est l'un des rares secteurs qui parvient à tirer son épingle du jeu en temps de crise. Est-ce que cela a également été le cas pour Cristal de Paris? C'est la question que nous allons poser à l'un des dirigeants de l'entreprise, Guy Fersler. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous, comment s'est passée l'année 2020 pour votre entreprise? Écoutez, l'effet Covid a quand même été là, donc c'est vrai que ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied. On a mis un peu de temps à s'en remettre, mais là, c'est reparti. Vous avez quand même su faire preuve d'originalité et j'ai notamment entendu parler d'un salon à Dubaï. Oui, effectivement, tous les salons professionnels ont été annulés. Donc les grands-messes à Paris, à Francfort ont été annulées et j'ai organisé mon propre salon à Dubaï. Donc en fait, je suis allé vers les clients. Voilà, comme les professionnels ont fermé, j'ai dû faire la démarche pour aller voir mes clients. Très bien, eh bien merci Guy Fersler d'avoir répondu à nos questions. Un nouvel atelier a été proposé au collège de Rohrbach-les-Bitches de la couture. 8 élèves de 5e s'y sont inscrits avec l'une de leurs professeurs, passionnés de couture. Ils apprennent à se servir d'une machine à coudre et ils en ont vite pris goût. La preuve dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. Derrière leur machine à coudre, les élèves sont très concentrés. C'est en fin d'année dernière que la principale du collège Jean Zettlinger a proposé à l'une de ses professeurs de créer un atelier de couture. Pascal Bourg, chargé de l'enseignement religieux, a directement accepté. Et c'est vrai, quand elle me l'a proposé, j'étais ravie de pouvoir partager ma passion avec des élèves. Les élèves de leur côté sont demandeurs d'activités au sein de leur établissement. Les ateliers de théâtre et de jeux de société sont suspendus, tout comme leurs activités extrascolaires. Démarré en décembre, ce cours de couture est proposé pour l'instant à une classe de 5e. Les élèves présents ici sont volontaires et se retrouvent chaque lundi matin à la place d'une heure de permanence. J'ai toujours voulu apprendre à coudre et chez moi j'ai pas tellement de temps, donc là à chaque fois 1 heure par semaine pour apprendre à coudre. Chacun travaille sur sa propre machine à coudre. Leur mission ce matin, réaliser le maximum de fanions en 1 heure. Lors de ces ateliers, ils créeront des décorations qui seront ensuite installées dans le collège. Et d'ailleurs à ce sujet, nous acceptons tous les dons de tissus et de matériel de couture qu'on pourrait nous offrir. On serait ravis d'enrichir notre réserve. Même des choses de Noël pour anticiper pour l'an prochain. Les dons peuvent être déposés au secrétariat de l'établissement. En un mois, les élèves ont déjà appris des techniques. William se sert même de ses connaissances en dehors du collège. Ma mère, elle coud, je peux l'aider parfois. Et je peux faire des masques à la maison. Après ce premier essai, l'établissement souhaite donner de l'ampleur à cet atelier et le proposer à d'autres classes. Hichem Hassem, 22 ans, a arrêté ses études d'informatique pour se consacrer au dessin. Dessinateur amateur depuis son plus jeune âge, il a trouvé sa vocation pendant le premier confinement. Une révélation qui l'a conduit à la réalisation de 2 fresques. C'est un reportage de nos confrères de TV8. J'ai commencé à reproduire de petits dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Et ensuite, quand j'étais au collège, ça a pris un peu plus d'ampleur. J'avais le soutien de mes amis. Mais au lycée, j'ai repris quelques portraits qui avaient eu plus ou moins de succès auprès de mes camarades. C'était le portrait de Beyoncé, la chanteuse. Et ensuite, j'ai continué le portrait juste après le lycée. J'ai un ami à moi qui m'a demandé de dessiner sa copine, puis je lui ai fait, du coup, ça lui a plu, il m'en a recommandé un autre, ça lui a plu, et puis j'ai décidé de partager ça sur les réseaux.
Et c'est là que ça a commencé. En fait, ce que je fais, je poste sur plusieurs groupes Facebook. Le groupe s'appelle Étudiants de Nancy. Il y a pas mal de monde. Étudiants de Metz, puisque j'étais dans les deux villes. Forbach, enfin, c'est vraiment plusieurs groupes de Facebook de plusieurs types de profils de personnes. Du coup, je postais sur ces groupes-là. Puis je mettais un lien vers ma page Instagram pour pouvoir les guider sur mon Instagram, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à gonfler entre guillemets ce compte Instagram pour lui donner l'image qu'il a aujourd'hui, quoi. Disons que j'ai plutôt des envies de dessiner qui m'arrivent dans la journée. Je dessine souvent avec quelque chose en fond. J'aime pas trop dessiner dans le calme, dans le silence. Du coup, j'aime bien m'occuper l'esprit, soit en parlant avec quelqu'un, ou alors si je suis tout seul en mettant une vidéo, ou alors des livres audio que j'ai découverts en confinement, premier confinement. Je fais aussi du graphisme. Je propose des covers d'albums de musique. C'est plus centré sur le rap, parce que c'est ce que les jeunes écoutent de nos jours, quoi. Et j'ai vendu pas mal de covers d'albums faites par moi-même, du coup. Mon objectif premier pour l'instant, c'est de gonfler mon compte Instagram. Quand je dis gonfler, du coup, c'est monter les abonnés, quoi. Pour pouvoir poster des petites histoires régulières, des espèces de BD. Mais je pense ne pas faire ça tout de suite, attendre disons une centaine de milliers d'abonnés. C'est une des nombreuses actions pour préserver la biodiversité dans le pays de Bitche. Samedi dernier, plusieurs tiges d'arbres fruitiers ont été distribuées aux riverains à Gros-Réderchin. Cette distribution s'inscrit dans la mission Trame verte et bleue. Elle est menée dans notre secteur par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Thibaut Desmerlet s'est rendu sur place. À l'atelier municipal de Gros-Réderchin, le syndicat des arboriculteurs commence à préparer les différentes commandes. Ce sont plus de 88 arbres fruitiers qui vont être donnés aux habitants qui en ont fait la demande. Les particuliers avaient le choix entre 150 variétés. Ils ont pu le faire à travers une convention qu'ils ont signée avec les arboriculteurs et le parc naturel régional des Vosges du Nord. Les hautes tiges seront plantées dans un but précis. La fourniture de ces arbres fruitiers vont permettre de remplacer en fait des vergers qui étaient déjà vieillissants et qui ont été malmenés notamment par la tornade du 9 août 2019. La seule chose que nous on demandait en fait c'était planter des vergers pour retrouver des habitats naturels et favoriser en fait la biodiversité. Les arbres proviennent d'une pépinière basée dans les Ardennes. C'est le parc naturel régional des Vosges du Nord qui passe commande pour les particuliers. Les riverains devront planter leurs arbres exclusivement dans leur commune, en dehors du centre-ville. Ils ont pu profiter des conseils du syndicat des arboriculteurs. Cette action s'intègre dans la mission Trame verte et bleue qui se déroule sur 14 communes du pays de Bitche. Elle a pour but la préservation et le développement de la biodiversité locale. Un projet sur 3 ans, financé en grande partie par l'agence de l'eau en Meuse et mené par le parc. À Gros-Réderchin, c'est une quinzaine de personnes qui sont venues récupérer leurs arbres. On marque tout de suite une courte pause après les prévisions météo. Restez avec nous, tout à l'heure on parlera de sport et de cinéma. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le voir sur mon pluviomètre, il pleut beaucoup trop dehors pour que je sorte, alors je vais vous présenter la météo de demain depuis mon bureau. Le ciel sera toujours très couvert et les averses sont toujours au programme. Les cumuls d'eau seront importants et le vent continue de souffler en rafale. Côté température, les minimales iront de 5 à 8 degrés et les maximales de 11 à 13 degrés. Demain nous fêtons la Saint-Blaise et il fera jour de 7h58 à 17h31.
Passez tous encore une très belle journée, bien au chaud et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. On parle de sport maintenant. Comme la plupart des sports amateurs, la boxe est à l'arrêt. À Sarreguemines, le Boxing Club n'échappe pas à la règle. Michel Attard, l'entraîneur, profite de ce temps mort pour préparer le centenaire de l'association. Archives de journaux, photographies, témoignages. Michel réunit tout ce qu'il trouve pour en faire un ouvrage d'une centaine de pages, un pressbook relatant l'histoire du club. David Orès l'a rencontré, regardez. J'ai toujours aimé la boxe, pour moi ça a été depuis l'âge de 5 ans, quand mon grand-père parlait de Marcel Cerdan. Michel entraîne le Boxing Club de Sarreguemines. Il a démarré sa carrière en 1973 et a boxé une dizaine d'années. Il est resté à Sarreguemines jusqu'en 1988 en tant qu'entraîneur adjoint. Gendarme à la retraite, Michel a voyagé avant de revenir à Sarreguemines en 2006 et de reprendre les rênes du club, une promesse faite à son ancien entraîneur Denis Dem, figure de la boxe locale. Cette année, le club fête son centenaire. Michel prépare un ouvrage, un pressbook relatant l'histoire de l'association. J'ai commencé en 1921, mais il n'y avait pas grand-chose. J'avais une demande adressée à la préfecture pour ouvrir un club de boxe, une école de boxe. J'ai accès aux documents du Républicain Lorrain, aux archives, en commençant par le courrier de la Sarre. Je ne parle pas allemand, mais dès que je vois boxing, je sais que c'est pour la boxe, alors je prends en photo et puis je les fais traduire par quelqu'un, une personne qui les traduit, et puis moi je remets tout au propre à l'ordinateur ensuite. Grâce à ces archives, Michel découvre l'histoire de son club de cœur. Champion d'Alsace-Lorraine, 3 fois finaliste, en 8e de finale des championnats de France. À travers son palmarès, Michel a aussi ses propres anecdotes. J'ai fait un combat à Hambourg, en Allemagne, et je rencontrais le champion d'Allemagne. On avait fait un combat sous chapiteau. Il y avait le ring au milieu du chapiteau et tout autour, les gens fumaient, ils mangeaient leur choucroute et nous on boxait en haut. Sous la douche, je me moquais de lui parce qu'il avait 2 yeux au beurre noir. Et puis en me regardant dans la glace ensuite, je me suis aperçu que moi j'en avais un aussi, quoi. C'était en 1977. Le Boxing Club de Sarreguemines réunit surtout des amateurs avec un niveau régional. La plus belle performance revient à Denis Dem, qui était en finale des championnats de France mi-lourd. Une époque où la boxe rimait avec réussite sociale, un âge d'or pour Michel qui en garde une certaine nostalgie. C'est plus comme dans le temps. Dans le temps, il y avait les mineurs, il y avait les gens qui travaillaient aux faïenceries, il y avait des gens qui avaient faim, ils voulaient sortir du trou. Alors que maintenant, les jeunes, ils viennent, ils ont tout. Hein. Ils n'attendent pas sur la boxe pour essayer d'avoir quelque chose. Hein. Et pourtant, le club est toujours là. 100 ans après, il compte une 50aine de licenciés. Crise sanitaire oblige, l'activité est suspendue. Pour Michel, le travail continue. Le pressbook des 100 ans paraîtra cet été. On va essayer de faire un petit gala de boxe, si le confinement ne dure pas. Et puis j'essaierai de voir ça, pour faire ça sur l'esplanade du casino, là où il y a la fête du sport. Les animations reprennent à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, mais avec de nouveaux outils. Le Platchpil, qui accueillait les enfants une fois par mois, se réinvente en visioconférence. Nous avons assisté à la première séance qui parle naturellement de crêpes, c'est de saison. Voilà des semaines que Suzanne attend ce rendez-vous. Aujourd'hui, elle reprend son Platchpil, une histoire pour les enfants racontée en platte ou en allemand. Le Platchpil me manque, les téléspectateurs me manquent. Et ici à la médiathèque, naturellement, c'est les enfants qui me manquent. Bonjour.
Bonjour Anna. Les enfants ne viendront pas aujourd'hui. Elle ne les a pas vus depuis le mois d'octobre, mais ils seront là par écran interposé. La médiathèque communautaire est bien connue pour la multitude de ses animations tout au long de l'année et ces derniers mois ont été très difficiles pour les animateurs. En fait, on s'est dit, maintenant ça suffit. Il faut qu'on trouve une solution. Les enfants sont à l'école, ils ont besoin d'animation, ils ont besoin de nous voir et d'interagir. Et donc, les nouvelles technologies nous permettent de faire ça assez simplement avec un petit logiciel qui s'appelle Zoom. Et là, j'ai un petit outil qui s'appelle une planchette de lecture avec des petites stries à l'intérieur. Et donc, ça me permet d'intégrer comme ça les personnages au fur et à mesure dans l'histoire. Voilà, et ça bouge et ça nous permet de raconter de façon assez conviviale l'histoire et quand même d'être encore à l'écran. À 14h30, tout le monde est au rendez-vous. L'histoire peut commencer. Oh, kleiner Pfannkuchen. Ich wollte dich so gern essen. Njam, 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 njam. Hopp, ich komme ein bisschen. Nee, ça de Pfannkuchen. Raconter une histoire comme si on y était et interagir avec les participants, voilà ce qui a motivé le choix de la méthode. Pas d'enregistrement, mais une séance en live. Donc là, volontairement, on a choisi un tout petit format pour commencer. Puis on verra l'intérêt des enfants. On pourrait aussi imaginer que le mercredi, par exemple, les parents, on leur dit « Au revoir, aber, die Kinder und ich machen jetzt da Geschichte ». Et voilà, parce que les enfants ont l'habitude de l'écran, mais qui n'interagissent pas. Donc ça, on ne le voulait pas. On voulait que les enfants puissent nous parler et réagir. Cette première a été plutôt convaincante, de quoi encourager à poursuivre et à développer la méthode pour d'autres animations. L'important pour la médiathèque, c'est avant tout de garder le lien avec son public. Bis nächste Mal. Tschüss. Lupin, c'est la série qui cartonne en ce moment sur la plateforme de streaming Netflix. Mais au-delà des images, une des musiques de la série fait parler d'elle actuellement. C'est Mining de l'artiste messin Cascadeur. Il est connu depuis bien longtemps en Moselle, mais il s'exporte désormais à travers le monde. Nos confrères de Via Moselle l'ont rencontré. Plus de 2 400 000 écoutes sur Spotify et 830 000 vues sur YouTube. La chanson Mining de Cascadeur est un énorme succès. Sorti en 2011, le morceau refait pourtant surface ces dernières semaines, car elle figure dans l'avant-dernier épisode de la série Lupin, produite par la plateforme Netflix. En quelques jours seulement, Mining se classe 7e des chansons les plus recherchées en France sur l'application Shazam et 81e dans le monde. Un énorme coup de projecteur pour l'artiste messin. La puissance de chaînes, de plateformes comme Netflix fait qu'il y a une propagation comme ça, comme un virus. Hein. Enfin, c'est terrible de faire cette analogie-là, mais il y a quand même cette idée-là d'un grand développement à travers le monde, à une grande vitesse. Donc moi j'avais, alors c'est pas du tout une volonté expansionniste, je ne voulais pas envahir le monde, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce travail possible à travers les frontières. C'est ce qui me plaisait. Comme Lupin, on traverse les murs, on traverse... Voilà. Alors, par la langue, c'était aussi ce qui m'intéressait, c'est de dépasser, on va dire, mon petit studio à Metz, tout d'un coup que ça s'ouvre. Et c'est ça qui est touchant. Et ce personnage inspiré d'Arsène Lupin, justement, a immédiatement plu à Cascadeur. Quand ses éditeurs lui ont proposé le projet, il n'a pas mis longtemps avant d'accepter. J'ai vu le casting et ça me semblait bien. Ensuite, Lupin, c'est un personnage en plus qui avait des résonances forcément avec mon personnage. Enfin, bon, qui est masqué, qui a un don de la dissimulation, du déguisement. Donc ça me parlait quand même. Et effectivement, après, ce qui se passe, c'est, voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'imprévus. Même, j'ai vu une interview du réalisateur qui était aussi très étonné finalement du grand retentissement. Voilà, c'est toujours quelque part un peu un exercice de magie.
Une magie qui a pu opérer grâce à la puissance du morceau, des émotions qu'il véhicule et de son histoire. Et si l'artiste est très fier du succès de son morceau Meaning, Cascadeur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il travaille actuellement sur un 4e album. Celui-ci devrait sortir d'ici le mois d'octobre 2021. Et après la musique, on s'intéresse au cinéma. La 28e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer vient de s'achever. Elle a bien eu lieu, mais en version numérique via une plateforme. Qu'à cela ne tienne, cela n'a pas découragé de cinévores de louer un chalet dans la Perle des Vosges et du matériel de projection pour se faire leur propre festival. Reportage de Via Vosges. Si je vous dis que vous et Édouard, vous êtes complètement barrés. Alors, on est complètement barrés, ouais. Et puis on l'assume en fait. Et c'est vrai que venir ici, enquiller 25 films de genre et puis installer du matos dans un endroit improbable mais qui nous plaît bien, ouais, on est complètement barrés, ouais, c'est vrai, ouais. Alors barrés, peut-être pas, mais cinéphiles, voire cinévores, sans aucun doute. Car malgré la crise sanitaire qui a forcé les organisateurs de la 28e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer à l'organiser en ligne, Cédric, qui habite Toul, et Édouard, qui vient de Reims, ont tout de même fait le déplacement, loué comme chaque année ce petit studio d'à peine 50 mètres carrés qui leur sert habituellement de camp de base et qui s'est transformé cette fois en véritable salle de cinéma, toute proportion gardée. On s'est dit, waouh, festival en ligne, est-ce que ça va le faire? Est-ce que il n'y aura pas les potes, il n'y aura pas l'ambiance, il n'y aura pas le lieu? Vraiment, ça a été une déconvenue, quoi, clairement. C'était vraiment une déception. On s'est dit, merde, c'est quand même pas pareil, quoi. Et on se voyait déjà chez soi, tous les potes du festival, chacun aux 4 coins de la France, et on s'est dit, merde, c'est quand même pas le même délire. Et puis après on s'est dit, mais on peut peut-être faire quelque chose, voilà, avoir un plan B, ce que vous voyez ici, donc. Un festival qui draine chaque année in situ des centaines de fans de films fantastiques, des journalistes spécialisés, des critiques de cinéma, des acteurs, des scénaristes, et que l'on maintient en version numérique. Le président de l'association du festival, Pierre Sachot, n'aurait jamais pu l'imaginer. Quand on a démarré le festival à Gérardmer, c'était pas pour le faire en distanciel. C'était pour faire venir du public à Gérardmer. On avait toute l'équipe de bénévoles, tout ce qu'il fallait au niveau hôtellerie, restauration, salle de cinéma et autres pour recevoir le public. C'était ça ou rien. Ça reste un festival certes numérique, mais un festival avec des films, mais autour beaucoup d'événements, puisque tous les jours vous avez des lives sur Instagram, sur Facebook avec les réalisateurs, avec les équipes de films, avec les jurys, etc. Donc c'est pas juste une programmation thématique. Et il suffit d'aller sur le site du festival et de se laisser guider pour se retrouver sur la plateforme où certains ont loué les films à la carte, 5 € le film disponible 24 heures. D'autres, comme Cédric ou Édouard, ont acheté le pass pour visionner l'ensemble des projections et s'en mettre ainsi plein la vue. On a quand même l'habitude maintenant de regarder des films sur des plateformes. On avait peur que la plateforme soit pas au niveau. Il y a beaucoup de gens qui se connectent, etc. Mais la plateforme, elle est au niveau. Et on a quand même notre festival, donc voilà. Ça c'est top. Ils ont reconstitué l'ambiance dedans, ils ont pris exactement ce qui plaît, certains éléments qui plaisent, notamment le générique, les cris, et puis les vidéos donc, du présentateur, on a l'impression qu'il est là, quoi. Et donc ça vraiment, pour une première édition, chapeau, quoi, vraiment chapeau. Cette 28e édition se terminera ce dimanche 31 janvier en ligne à partir de 18 h avec l'annonce du palmarès et vivement l'édition 2022 qui, souhaitons-le, se déroulera cette fois en présentiel avec pour ouvrir les festivités ce fameux cri de sorcière poussé par on ne sait qui et qui semble venir d'on ne sait où. Et justement, le palmarès 2021, si le Grand Prix a été attribué à Possessor de Brandon Cronenberg du Canada, la France, elle, a été largement mise à l'honneur avec Teddy de Ludovic et Zoran Boukerma pour le prix du jury, La Nuée de Juste Philippot pour le prix de la critique et du public, ou encore T'es morte Hélène de Michel Blanchard pour le Grand Prix du court-métrage. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour voir ou revoir nos reportages direction notre site internet ou sur notre page Facebook. Très bonne journée et à demain.